Maintenant, nous allons écouter Monsieur Benifei, qui est finalement avec nous. Il a eu un retard à cause d'un problème technique, mais nous allons l'écouter. Monsieur Benifei est membre du Parlement européen. Il travaille énormément autour de sujets de personnes handicapées et nous sommes très heureux de compter sur sa présence. Il est représentant du Parti socialiste italien au Parlement européen. Il est membre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est pourquoi sa présence a une grande valeur, car il va pouvoir traduire nos idées dans cette consultation citoyenne autour de l'avenir de l'Europe. Monsieur Benifei, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai passé 3 heures dans un avion à traverser l'Europe. Ça a été très compliqué. Le décollage a pris du retard. Ça a été un désastre. Mais finalement, j'ai pu me joindre à vous et je vais essayer de faire une réflexion et de vous donner certains éléments pour votre débat. Je suis sûre que nous allons continuer de travailler ensemble comme nous l'avons déjà fait. J'ai participé à la campagne Union européenne pour la trisomie 21 et je travaille également avec les enfants atteints du syndrome de Down. J'essaie de divulguer le travail que j'ai fait en Italie. Je suis le chef de délégation pour le groupe Monde démocratique et socialiste. Je suis le leader du Partito Democratico en Italie et je représente mon parti dans le Parlement européen, mais je suis également président du groupe sur le handicap au sein du Parlement européen. Et plus récemment, j'ai parlé pendant la session plénière du Parlement européen sur la Convention des Nations unies pour les droits des personnes handicapées, en évoquant le sujet de l'autisme. Mais en ce qui concerne le syndrome de Down, je connais très bien le sujet depuis la perspective de l'inclusion sociale, de l'intégration sociale dans le monde du travail. J'ai visité, j'ai promu, j'ai soutenu un grand nombre de mesures. J'ai parlé d'une pâtisserie en Italie, un atelier de pâtisserie où les personnes atteintes du syndrome de Down pourraient travailler. Et je dois dire que la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a débuté très récemment, a besoin que l'Union européenne devienne un espace plus sûr, plus sécurisé pour pouvoir faire face aux enjeux de son temps. Discuter de comment nous devons évoluer au sein de l'Union européenne et je suis sûre que nous parlerons aussi des droits des personnes handicapées et des personnes atteintes du syndrome de Down. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous observons les droits citoyens des personnes handicapées, nous avons besoin, nous devons être convaincus et nous devons nous préparer pour garantir l'autonomie, l'indépendance et la capacité d'autodétermination pour ces personnes, pour qu'ils puissent décider du cours de leurs actions pour leur formation, leur emploi, l'apprentissage, l'enseignement. Et je suis sûre que nous allons aborder tous ces sujets en détail avec des exemples, avec des propositions pendant notre débat. Je pense qu'il est très important que l'Union européenne soit capable, avec la nouvelle stratégie sur le handicap, de pouvoir appliquer les articles de la Convention sur les droits des personnes handicapées.
notamment les personnes atteintes du syndrome de Down. Je suis convaincue que les données dont nous disposons sont très claires. Nous devons encore travailler beaucoup pour atteindre l'inclusion, l'intégration de l'Union européenne, avoir une Union européenne où tout le monde se sent citoyen. Les gens sentent ces sentiments de faire partie de la mais cette idée est à voler. Nous devons construire une Union européenne meilleure que celle que nous avons connue pendant et avant la pandémie. Nous devons créer un nouvel environnement avec une transition écologique, mais également tenant compte des aspects sociaux, l'intégration sociale, l'inclusion sociale. Je pense que l'actions de la politique sont très positives pour pouvoir parler et débattre et pour pouvoir divulguer les actions entreprises afin d'améliorer l'avenir de l'Europe. Et je termine en disant que je travaille personnellement sur un aspect très concret lorsque j'étais rapporteur de mes collègues au Fonds européen, au Fonds monétaire européen. C'est un fonds qui est utilisé par exemple dans mon pays. Grâce à ce fonds, nous avons pu gérer ces fonds structurels afin de financer des projets pour les personnes handicapées. Nous avons fait un grand travail au sein du Parlement européen avec nos collègues pour nous assurer qu'il y a plus de besoins. Et il existe un besoin de ressources très importante pour l'agenda sociale européenne et nous, Européens, et nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin d'opportunités pour échanger. Je suis très heureux d'avoir cette conférence il y a quelques jours. Donc, je ne peux pas vous donner les détails des différents engagements. J'espère que nous continuerons d'être en contact et nous pourrons nous réunir à nouveau avec le Parlement européen et avec l'intergroupe sur le handicap afin de discuter de tous ces sujets, ainsi qu'avec d'autres organisations. Et nous pourrons nous rencontrer face à face, j'espère, très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Benifei. Nous comptons sur vous pour véhiculer la voix des personnes atteintes du syndrome de Down dans le Parlement européen et au sein de la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est très important d'être très actif. Nous revenons sur la vidéo de Dear Future Mom que nous avons vue avec l'explication de Ricardo Bianchi sur la production et les idées utilisées pour créer cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la partie la plus polémique. Pourquoi cette vidéo a été censurée en France? Et que se passe-t-il avec cette censure? Nous avons Madame Lucie Pachary avec nous. Bonjour. Elle est avocate au sein de la Fondation Jérôme Lejeune. Elle est spécialiste en des questions bioéthiques. Elle s'est occupée sur le cas ouvert contre la censure auprès du Tribunal européen des droits de l'homme, car ils sont en train de contester cette censure. Lucie, je vous cède la parole. Merci. Mon propos s'inscrit donc dans la suite de celui de Ricardo Bianchi qui nous a présenté la vidéo Dear Future Mom, qui nous a présenté les raisons pour lesquelles elle avait été diffusée et l'état d'esprit dans lequel elle a été diffusée. Et moi, je vais vous exposer ce triste cas de la censure française de cette vidéo.
Les personnes trisomiques 21 peuvent vivre heureuses, une vie heureuse, cela dépend de nous tous. C'est ce message qui a été diffusé de façon inédite et remarquée par la vidéo Dear Future Mom à l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21 en 2014. La version française de cette vidéo, nous avions 3 acteurs français dans cette vidéo, porteurs de trisomie 21. La version française donc, a été diffusée sur les chaînes de télévision françaises, grand public, durant plusieurs jours, touchant ainsi des milliers de téléspectateurs. L'engouement pour cette vidéo a été mondial grâce au message positif d'inclusion qu'elle véhiculait et tous les pays l'ont diffusée sans aucune ombre, sauf la France. En France, l'autorité de régulation de l'audiovisuel a censuré cette vidéo. Cette censure exprime une forme de rejet institutionnel du message de Dear Future Mom et par là, le rejet officiel et public des personnes trisomiques 21. Cette affaire Dear Future Mom, en fait, illustre la dégradation de la mentalité des responsables institutionnels français et c'est surtout une manifestation évidente de l'incompatibilité entre le message politique d'inclusion des personnes handicapées d'une part et le message de la politique publique de sélection prénatale des enfants porteurs de trisomie 21 d'autre part. La vidéo Dear Future Mom a donc été censurée en France. Vous avez vu, cette vidéo commence par une phrase et dans la version française, cela s'est traduit ainsi. Cette phrase signifiait « Une femme enceinte d'un enfant trisomique 21 nous a écrit sa peur, pourra-t-il être heureux ?» Les personnes trisomiques 21 entrent ensuite en scène et témoignent de leurs possibilités, de leur aptitude au bonheur et aussi de leurs difficultés. C'est cette petite phrase qui a fait basculer l'autorité des médias françaises dans une interprétation orientée de la vidéo. Le CSA a demandé aux chaînes de télévision françaises de ne plus diffuser à l'avenir ce type de message qu'il a considéré comme susceptible de porter à controverse, susceptible de troubler en conscience des femmes qui, dans le respect de la loi, avaient fait des choix de vie personnelle différents. Et il a considéré que ce message pouvait paraître ambigu et ne suscitait pas une adhésion spontanée et consensuelle. Autrement dit, le CSA a préféré limiter la liberté d'expression des personnes trisomiques 21, empêcher un message de confiance et de réassurance pour de futurs parents d'enfants trisomiques, au nom du choix des femmes de pouvoir supprimer leur enfant trisomique avant la naissance. Il n'y a qu'en France qu'une autorité publique, c'est-à-dire d'État, a censuré le message sympathique de Dear Future Mom à partir d'une interprétation politique de la vidéo, dans une balance d'intérêts qui oppose la femme, qui peut interrompre sa grossesse, et la personne trisomique, qui pourtant dispose autant que les autres d'un droit d'exister et de s'exprimer. La Fondation Jérôme Lejeune a immédiatement porter cette atteinte à la liberté d'expression des personnes trisomiques devant le juge administratif. Ce juge s'est prononcé le 10 novembre 2016 en validant l'avis du CSA. Il a considéré que, comme la vidéo s'adressait à une femme enceinte, confrontée au choix de vie personnelle de recourir ou non à une interruption médicale de grossesse, le message pouvait paraître ambigu. Ces décisions des autorités françaises donnent une interprétation, comme je l'ai dit, orientée de la vidéo. Les autorités françaises interprètent la question posée par la femme comme étant « est-ce que je garde ou pas mon enfant ?» alors que le message de la vidéo est « quelle vie aura mon enfant ?» L'interprétation, la question posée par la vidéo est neutre et simple. « Quelle vie aura mon enfant ?» À aucun moment, les autorités françaises n'ont envisagé que la femme enceinte citée dans la vidéo aurait déjà fait le choix de garder son enfant et s'interroge simplement sur son avenir. Face à la décision orientée du juge français, imprégnée par l'obsession de l'avortement des enfants trisomiques en France, la Fondation Lejeune a saisi la Cour européenne des droits de l'homme et elle invoque devant elle un argument qui lui semble évident, celui que les personnes trisomiques 21 ont eux aussi un droit de l'homme, un droit fondamental qui est celui de la liberté d'expression et une liberté d'expression qui n'a pas à être reniée parce qu'elles sont trisomiques 21. De son côté, le gouvernement français qualifie la vidéo de message politique, message qu'il considère incompatible avec la notion d'intérêt général, car il le considère clivant et non consensuel. La Cour européenne des droits de l'homme
examine en ce moment les arguments des parties et donnera sa décision dans quelques semaines. La France, dans ce cas, incarne l'exemple de l'impossible véritable inclusion des personnes trisomiques 21 du fait de 20 ans de détection prénatale portée par les politiques publiques. En France, il faut bien comprendre qu'il existe un discours et des initiatives postnatales qui valorisent l'inclusion et parallèlement, un système de détection prénatale qui est mis en place, financé et toujours amplifié par les gouvernements depuis 20 ans. Il aboutit à 96% d'élimination des fœtus trisomiques 21. Il faut comprendre que ce système de détection prénatale porté par nos politiques délivre un message violent d'exclusion. La vie d'une personne porteuse de trisomie 21 est considérée comme une souffrance pour elle-même et pour son entourage. La vie de ces personnes est en permanence suspendue au choix des femmes d'avorter de cet enfant. Il faut bien comprendre que dans une telle contradiction de discours et d'initiative, les familles et les personnes trisomiques 21 elles-mêmes ne peuvent pas se sentir aimées ni accueillies pour ce qu'elles sont. Aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, c'est l'occasion de redire, en parallèle de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui devrait arriver bientôt, de redire que nous voulons une Europe qui valorise, soutient, aide concrètement les personnes porteuses de trisomie 21 à prendre leur place dans la société et à jouir de leurs droits fondamentaux, en particulier celui de pouvoir s'exprimer librement à tous. Merci. Thank you, Lucy. Merci Lucie pour cette intervention si intéressante. Nous avons en France cette perspective des personnes atteintes du syndrome de Down. Cela nous semble incroyable. Il nous semble incroyable de penser que ces personnes-là ne peuvent pas être heureuses. Nous passons maintenant à Raquel del Barrio. Raquel travaille pour Europe for Trisomy 21 en Espagne. Elle a une maîtrise en droit, spécialité en droit de l'homme. Elle est administrateur de l'État. Elle a 3 enfants. Et son enfant, Benjamin, est porteur du syndrome des Down. Elle a créé un projet très intéressant en Espagne qui s'appelle Maman Extraordinaire. Et elle travaille avec le même objectif que EU for Trisomy 21, c'est-à-dire donner de la visibilité aux personnes atteintes du syndrome de Down dans la société pour que les mamans puissent vivre et jouir de cette maternité extraordinaire. Raquel est très active sur Instagram. Son profil s'appelle Maman Extraordinaire et elle nous va parler de 2 cas polémiques, 2 cas de discrimination. Le premier qui s'est produit il y a quelques semaines, le cas de Richard Popkin, et un autre cas en Espagne, il y a quelques mois, avec un journaliste appelé Arcadi España. Laquelle tu peux commencer? Merci, Antonio, et merci à You for Trisomy 21 de m'avoir invité à cette conférence. Le sujet dont nous allons parler est un phénomène qui malheureusement est en augmentation dans les différents pays, que sont les déclarations controversées sur les personnes atteintes du syndrome de Down dans les médias. À travers leurs déclarations, ils stigmatisent et donnent une vision éloignée de la réalité, le font d'un point de vue négatif et sans espoir. Certains d'eux vont même jusqu'au manquer de respect, humilier, insulter et discriminer sur la base du syndrome. 2 de ces déclarations controversées sont celles que nous allons voir aujourd'hui. Le premier d'eux se déroule en Espagne et son protagoniste est le journaliste collaborateur de radio et de télévision Arcadi Espada. Ce monsieur a publié en 2013 un article appelé « Un crime contre l'humanité » dans lequel il écrit ce que suit. Si quelqu'un laisse naître un malade alors qu'il aurait pu l'empêcher, il doit s'exposer non seulement à être dénoncé par le malade, mais aussi par l'ensemble de la société qui devra payer le coût de traitement. Ce type de gens brisés élève la voix de façon hystérique chaque fois qu'il est question de concevoir des enfants plus intelligents, plus sains et meilleurs. Ils essayent de nous imposer des enfants débiles, malades et pires.
Dans cet article, M. Espada accusait les familles qui laissaient naître leurs enfants trisomiques d'un crime comme l'humanité. Rien que ça. En 2019, il est invité à une émission de télévision sur le canal 4 intitulée Chester et animée par Risto Mejide. Le présentateur lui demande si toutes les personnes méritent le même respect, à ce à quoi M. Espada tente de ne pas répondre. Mais en raison de l'insistance, il finit par dire oui. Puis, il le montre sur l'écran un extrait de son article publié dans le journal et en le voyant, l'invité répond. Si on a dit à une personne pendant sa grossesse qu'elle va avoir un enfant malade et qu'elle a un enfant malade, elle peut le faire. Mais je pense que c'est immoral et une aberration. Je ne le forcerai pas à avorter et je ne demanderai à personne de le faire. Mais si le service de santé publique le détecte, le décèle, cette personne devra tout assumer et payer parce que cela représentera un coût pour la société. Monsieur Mejide répond que ce qu'il dit est scandaleux, mais il se ratifie et est toujours sur la défensive, sur un ton hautain et peu amable. Cependant, le présentateur le traite avec respect et politesse tout au long de l'entretien. Le père d'un fils trisomique entre sur le plateau et excité mais serein et respectueux explique que le syndrome de Down, ce que le syndrome de Down et que son fils n'est pas malade et que selon la constitution espagnole, il a le droit à l'éducation, à un emploi décent, aux soins de santé et surtout à la vie. Monsieur Espada est mal à l'aise avec la présence et dit qu'il va lui répondre, mais finalement, il ne le fait pas. Et à cause de la façon dont il se comporte, la présentation l'invite à quitter le plateau et demande au public d'applaudir le père. Ces déclarations ont été dénoncées pour prétendu crime de haine en mars de cette année, 2021. Mais ils ont été classés parce que le juge qui instruisait l'affaire ne les a pas considérés comme un crime. Cependant, la résolution judiciaire, ils ont été reconnus comme déplorables, moralement répréhensibles et portant atteinte au droit à l'honneur du collectif. L'autre cas que nous allons commenter nous amène au Royaume-Uni avec la controverse menée par le biologiste, écrivain, professeur et membre émérite du New College d'Oxford, Richard Dawkins. En 2014, on lui a demandé sur Twitter ce que devait faire une femme qui allait avoir un bébé trisomique. Elle a dit « abandonnez-la et réessayez. Il serait immoral de le mettre au monde si vous avez le choix, car ces personnes augmentent de la souffrance et le malheur dans le monde. » Le 9 mai de cette année 2021, M. Dawkins a été invité à une émission de radio en Irlande et le présentateur, qui est le père d'un fils trisomique, lui a demandé pourquoi il pensait qu'il était immoral de ne pas avorter un enfant atteint de cette maladie et sur quelle base il prétendait que ces personnes augmenteraient la souffrance et le malheur. Dawkins a admis qu'il ne connaissait aucune personne atteinte du syndrome de Down et qu'il n'avait disposé d'aucune preuve directe pour étayer son affirmation, mais il a déclaré que celui lui semblait plausible. Le présentateur lui a répondu que pour une personne de science, il était frappant qu'il n'ait pas de support scientifique pour ses propos, mais il n'a pas répondu. Ces deux exemples ne sont qu'un échantillon de ce que l'on peut trouver dans d'autres médias de différents pays. Et à mon avis, il devrait nous amener à réfléchir sur ce qui se passe dans le monde, et notamment en Europe, de sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui publiquement et dans les médias attaquent impunément un groupe vulnérable et sans défense qui ne fait du mal à personne, comme les personnes atteintes du syndrome de Down. Pourquoi eux? Parce qu'ils ne peuvent pas se défendre comme les autres. Ceci, en plus d'être une discrimination basée sur la condition, est un manque manifeste d'humanité. Et ce qui est vraiment un crime contre l'humanité, c'est le fait que plus de 95 des bébés pour lesquels on décèle la trisomie 21 pendant la grossesse n'ont pas le droit à la vie. Il faudrait disposer de plus d'espace pour normaliser la différence et pour éduquer dans leur respect à toutes les personnes indépendamment de leur capacité, parce que nous sommes tous égaux en dignité et en droit. Les personnes atteintes du syndrome de Down ont beaucoup à apporter au monde. Ils nous montrent la beauté de la vie et ceux d'entre eux qui ont la chance, je dis bien la chance de les avoir à leur côté, peuvent dire que nous sommes heureux et qu'ils nous rendront heureux. Merci beaucoup. Merci Raquel. Très émouvant, ton discours a été très émouvant. Merci beaucoup pour tes paroles. En Espagne, nous avons 3 cas de discrimination, discours de haine.
Et nous les avons également dans d'autres pays. Mais nous ne disposons pas d'outils. Que pouvons-nous faire pour lutter contre tout cela? Caterina dit que ces personnes n'ont jamais rencontré des personnes avec l'atteinte du syndrome de Down. C'est pourquoi nous devons améliorer leur visibilité. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Nous passons maintenant au deuxième panel pour voir pourquoi ce discours de haine, ce discours discriminatoire continue d'exister en Europe. Et pour cela, nous avons invité 3 intervenants. Nous avons Tina Sander de l'Allemagne, Nathalie de droit de l'Allemagne, et Daniel Moise de la France. Tina Sander est membre d'une association en Allemagne. Elle travaille avec des personnes atteintes du syndrome de Down. Elle se trouve à Cologne. Et elle travaille depuis il y a 15 ans avec des personnes atteintes du syndrome de Down, surtout des enfants et des jeunes avec un handicap. Elle va nous présenter son association. Tina Sander, vous avez la parole pour nous expliquer un peu quel est votre travail. Merci beaucoup. Oui, je suis représentante de NO-NIPT. Il s'agit d'un regroupement, un rassemblement contre le financement par les mutuelles de santé des tests NIPT. Nous sommes dans un moment historique pour nous. Il est tout à fait réaliste de penser qu'à l'avenir, plus d'enfants trisomiques naîtront dans les pays industrialisés qui sont menacés d'extinction. Et quelles sont les raisons? D'abord, le développement des procédures médico-techniques pour la recherche prénatale d'une trisomie chez l'enfant à naître. Et d'autre part, nous avons une incapacité politique pour faire face à ce développement. En Allemagne, le plus organe d'auto-administration dans le secteur de la santé, le GBA, Comité fédéral mixte, a pris la décision en 2019 de financer le test sanguin pour déceler les trisomies, ce fameux NIPT. L'entrée en vigueur de cette décision est imminente dans notre pays, probablement pour le 19 août. Nous observons une incroyable ignorance politique qui équivaut à un refus de considérer sérieusement les implications éthiques et légales de cette décision. Elle devrait être liée à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que notre pays a signée. Il est nécessaire qu'elle soit liée à notre loi fondamentale, à l'interdiction de la discrimination qui est inscrite. Elle devrait être liée au livre V du Code social qui stipule clairement que seuls les services présentant un avantage thérapeutique peuvent être inclus dans le catalogue de l'assurance maladie obligatoire. Mais où est le bénéfice thérapeutique de ce test? Nous avons besoin d'un débat public sur ces sujets. C'est un grand défi, car dans la société, nous avons une attitude défensive profondément ancrée, en même temps honteuse à l'égard des personnes handicapées. Tout le débat se passe derrière les portes fermées des cabinets médicaux. Même le plus haut organisme allemand qui travaille sur une base strictement scientifique a pris la décision, une décision qui est plus basée sur des préjudices que sur des preuves scientifiques. Maintenant, le seul facteur décisif pour la réalisation des tests sera la crainte de la femme enceinte, une éventuelle trisomie de l'enfant à naître. Derrière cela se cache l'idée répandue
que la vie avec un enfant atteint de trisomie 21 est un fardeau incroyable. Cependant, rien ne le prouve. La seule étude menée en Allemagne sur cette question a démontré que les parents d'un enfant atteint de trisomie 21 est une vie même légèrement plus heureuse que celle de la moyenne de la population. Et c'est sur cette base fragile que le dépistage de la trisomie 21 est aujourd'hui effectivement introduit en ignorant les conséquences négatives, les taux élevés des faux positifs, notamment chez les jeunes femmes enceintes, les trisomies 13 et 18, les avortements paniqués dans la période de 12 semaines sans clarification préalable, etc. Les acteurs de la société civile réunis autour d'un débat initial sur cette décision de l'assurance maladie se sont alliés pour créer une campagne appelée Sans bois pour non-NIT. Nous voulons contribuer à la visibilité de cette question importante. Nous voulons contrer le silence déprimé de la société majoritaire sur ce sujet. Et comment nous réaliser jusqu'à présent? Nous sommes tous volontaires, bénévoles. Nous avons fait beaucoup de travail sur Twitter. Nous avons 45 000 suiveurs, 30 000 sur Facebook, 10 000 sur Instagram. Et nous avons eu 17 000 visites sur notre site Internet. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir les images de notre campagne. La voici. Voici la question que nous posons avec notre campagne ici. Nous avons cette question. Le dépistage prénatal sélectif, le diagnostic prénatal sélectif, le voulons-nous réellement? Voici, c'est la question que l'on pose dans la campagne. Vous pouvez visiter le site internet noni.de. Bon, le site est en allemand, mais vous pouvez vous en faire une idée. Ici, nous avons quelques exemples. Nathalie Ledreux. Nous nous connaissons, nous sommes des collègues activistes, militantes, et Nathalie dit nous ne voulons pas une sélection de personnes atteintes du syndrome de Down et ensuite une élimination. Et ici, nous avons une actrice allemande qui dit qu'il n'est pas possible que les assurances maladie financent l'élimination de ces personnes. Nous avons un gouvernement éthique allemand et malheureusement, la plupart s'est prononcé en faveur de ces tests, mais il y a des membres de ce groupe qui n'étaient pas en faveur, comme Mme Grauman, qui a donné raison à notre campagne, qui nous a soutenus. Ici, nous avons aussi la directrice de l'un des théâtres les plus réputés en Allemagne. Nous avons ici Arthur Hackenthal, une personne atteinte du syndrome de Down qui ne comprend pas pourquoi la société pense que c'est si mauvais d'avoir le syndrome de Down et pourquoi la société veut éliminer le syndrome de Down. Nous avons également les témoignages d'un grand nombre de familles avec les membres de la famille atteints du syndrome de Down. Nous avons des professeurs, des enseignants qui travaillent dans des écoles inclusives, qui nous soutiennent. Nous avons la présidente de notre organisation qui déclare que la pression sur les femmes est de plus en plus forte pour qu'elle n'ait pas d'enfants atteints du syndrome de Down. Et ici, nous avons cette question. Pourquoi tu ne l'as pas évité? Handfeste ökonomische Interessen der Pharmahersteller. Und das ist ein riesiges Geschenk, die deutsche Entscheidung jetzt zur Kassenfinanzierung, weil die das schon Ensuite, on parle de scandale. Suite à cette campagne négative contre les personnes
atteinte du syndrome de Down et l'intérêt économique des sociétés pharmaceutiques. Merci beaucoup. Merci, Madame Sander. Nous avons entendu, il s'agit d'une politique publique et nous le voyons également dans d'autres pays européens. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir un débat public pour que les personnes avec l'atteinte du syndrome de Down puissent parler. Nous avons besoin de les écouter. C'est pourquoi nous avons avec nous Nathalie Dédreux qui va nous donner son avis. Elle est militante, elle a participé à un grand nombre de campagnes. Elle est journaliste chez Odercus et elle travaille dans d'autres médias. Elle va nous donner son avis sur ce sujet, sur la visibilité des personnes atteintes du syndrome de Down. Nathalie, c'est à toi. Très bien. Bonjour, je m'appelle Nathalie Dédreux et je suis trisomique. J'ai 22 ans et je viens de Cologne. Je suis une militante et une journaliste trisomique et je me bats pour les personnes trisomiques. Je suis très active sur Facebook et Instagram et là, je montre à quel point une vie avec le syndrome de Down est cool. Je travaille aussi pour la revue Orencus et pour l'Institut Touchstone 21, où nous effectuons des recherches sur les thèmes du syndrome de Down. Les personnes avec et sans trisomie 21 font des recherches ensemble. Orencus est une revue où seulement les personnes atteintes du syndrome de Down écrivent. Je suis également relectrice de langage simplifié, Claire. Je travaille en collaboration avec Anne Leitch-Fouch. Et comment puis-je travailler en tant que relecteur de langage clair ou simplifié? Un traducteur traduit un texte dans une langue simplifiée. Ensuite, les relecteurs, relectrices vérifient le texte. Je fais aussi ce travail. Nous lisons le texte ensemble. Ensuite, nous vérifions si nous pouvons bien comprendre le texte. Nous nous assurons que tous les mots difficiles soient bien expliqués. Nous vérifions si les phrases sont trop longues. Et peut-être que le texte doit être modifié à nouveau pour que tout le monde puisse le comprendre, parce que le langage simplifié peut être bien compris par tous. En Allemagne, il n'y a pas beaucoup de langage simplifié. Par exemple, il n'y a pas de nouvelles, des informations, un langage simplifié, un langage clair, seulement une fois par semaine. Nous avons des informations en langage simplifié, clair. Nous avons maintenant une demande pour qu'il y ait des informations en langage simplifié tous les jours parce que les personnes atteintes du syndrome de Down ne comprennent pas toujours ce qu'on est en train de dire. En plus, il y a des personnes qui parlent trop vite et donc les personnes avec un handicap fonctionnel ne comprennent pas toujours. Donc, il est très important qu'il y ait une traduction en langage simplifié pour nous. Et également, la traduction d'informations, vous pouvez signer cette demande pour qu'on arrive à avoir les informations tous les jours. Vous pouvez trouver la demande
change.org /des news. Parce que nous, les personnes atteintes du syndrome de Down, avons également besoin d'informations, un langage clair pour savoir ce qui se passe réellement dans le monde. Et il est important que les personnes atteintes du syndrome de Down comprennent ce qui se passe. Il faut aussi le dire plus lentement pour que nous puissions le comprendre. Les nouvelles, les informations doivent également être rédigées chaque jour dans un langage clair et simplifié. C'est pourquoi l'ensemble de l'Internet doit également être rédigé à langage simplifié pour qu'il n'y ait pas de barrières. Les sites Internet doivent être publiés en langue simplifiée pour que les personnes handicapées ayant également la possibilité de nous informer sur Internet et de lire les informations, les nouvelles. Il doit y avoir aussi les programmes électoraux dans tous les partis et aussi les bulletins de vote par correspondance pour que nous comprenions aussi ce que fait chaque parti. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Nathalie. Il est très important ce que tu dis quand tu parles de langage simplifié, c'est l'outil dont tu as besoin pour te sentir intégré dans la société, sur Internet. Nous avons besoin d'accéder à cette information. Et si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas participer à la vie politique et sociale. Et les personnes atteintes du syndrome de Down ont ce droit et nous devons lancer ce message auprès de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Maintenant, pour clore cette deuxième partie de la conférence, nous avons Daniel Moise, une philosophe spécialisée dans l'éthique et également dans la technique et la science. Elle est écrivain, elle écrit dans différents médias français et elle a écrit un livre très intéressant. Le titre est en français. Handicap, comment vous cherchez une phénoménologie de... Bon. Comment le corps fonctionne d'une manière anormale. Je suis désolée pour la traduction du titre de votre livre, mais ça a été difficile de traduire depuis l'espagnol. Je vous cède la parole. Bonjour à tout le monde. Alors, je ne sais pas auquel de mes livres vous faisiez allusion, mais il y en a au moins un qui concerne très directement notre rencontre. C'est un livre qui s'appelle « Les personnes handicapées face au diagnostic prénatal ». C'est un livre qui est issu d'une recherche que j'ai faite il y a une vingtaine d'années déjà, au cours de laquelle, avec Nicole Diederich, qui était chercheuse à l'INSERM, nous avions entrepris d'interviewer des personnes handicapées. Alors, il se trouve que ça n'était pas des personnes trisomiques, mais des personnes handicapées physiques, pour des raisons plus simples d'évitement de toute accusation de manipulation ou de ce genre de choses. Donc, nous avions lancé dans la presse spécialisée un appel aux personnes handicapées qui désiraient s'exprimer elles-mêmes sur le diagnostic prénatal.
Et en entendant les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure, je me suis dit que c'était une confirmation terrible, dans une certaine mesure, des témoignages que nous avions recueillis, puisque sur les 50 personnes interviewées qui étaient françaises, suisses ou belges, donc c'était dans les pays francophones, 32 personnes avaient exprimé le sentiment d'agression que représentait pour elles tout le dépistage, tout le dispositif de dépistage prénatal. Donc j'entendais Madame Sanders dire tout à l'heure qu'ils étaient en train de se battre en Allemagne pour que ce ne soit pas reconnu par la sécurité, enfin ce que nous on appelle la sécurité sociale, enfin que ce ne soit pas assumé par les pouvoirs publics. En France, ça l'est. Et la loi dit depuis déjà de très nombreuses années qu'il est possible d'interrompre une grossesse à toute époque en cas de diagnostic d'une anomalie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Alors c'est une loi ambiguë évidemment, puisque qu'est-ce que c'est qu'un handicap incurable et qu'est-ce que c'est qu'un handicap grave? Évidemment, c'est une perception tout à fait subjective, mais en même temps qui est conditionnée par toutes sortes de facteurs sociaux, par toute une histoire. Et le résultat en France, en tout cas, c'est que, effectivement, comme l'a dit Lucie Pachery tout à l'heure, dans plus de 90% des cas, en cas de diagnostic, en l'occurrence d'une trisomie 21, on aboutit à une décision d'interruption de grossesse. Donc, tout cela pose des problèmes éthiques absolument considérables, puisque, alors, ce qui était très impressionnant dans les témoignages que nous avions recueillis, c'était à la fois l'expression de l'agression que représentait tout ce dispositif pour les personnes handicapées et en même temps l'absence de jugement des familles. C'est-à-dire qu'effectivement, elles avaient tout à fait conscience, les personnes que nous avions interviewées, elles avaient tout à fait conscience du fait que dans la situation qui est la nôtre, en tout cas en France, et je crois dans beaucoup de pays européens où il y a un suivi des grossesses qui passe par l'échographie prénatale, laquelle, je le précise au départ, était destinée à repérer des anomalies pour ou bien favoriser l'accouchement, pour empêcher que ça se passe mal, ou bien pour soigner. Et beaucoup de praticiens que nous avions rencontrés à l'occasion de cette enquête auprès des personnes handicapées nous avaient dit leur désarroi qu'il y ait eu une mutation finalement de ce dispositif vers un système d'élimination quasi systématique, et c'était déjà le cas il y a 20 ans. Alors, ce qui est tout à fait frappant dans les cas de discrimination qui ont été mentionnés précédemment, c'est le fait que, au fond, il y a une espèce d'inversion de la culpabilité. C'est d'autant plus flagrant que le fameux film Dear Future Mom, Chère future maman, ne dit pas qu'il est interdit de recourir à l'interruption de grossesse, mais elle dit simplement qu'un avenir est possible, et un avenir heureux avec des personnes handicapées et en particulier des personnes porteuses de trisomie 21. Or, en France, ce message n'est même plus audible. C'est-à-dire que c'est tout de suite entendu comme une culpabilisation des personnes qui ont recours à l'interruption médicale de grossesse. Or, j'y insiste, les personnes que nous avions rencontrées, malgré l'impression que ce dispositif véhiculait fatalement
l'idée qu'il n'y a pas de vie possible avec un handicap et qu'il vaut mieux, au fond, ne pas vivre que de vivre avec un handicap, en particulier avec une trisomie 21, mais avec toute autre forme de handicap grave, les personnes nous avaient dit il faut travailler sur les représentations, il faut travailler sur l'imaginaire collectif. Or, ce qui est assez terrible finalement dans les exemples que j'ai entendus décrits tout à l'heure, c'est qu'un universitaire ose dire que c'est un crime contre l'humanité de mettre au monde une personne en situation de handicap, parce qu'il a pris la trisomie 21, mais je suppose que ce monsieur serait tout à fait capable d'étendre à d'autres formes de handicap son affirmation. Or, je rappelle que tout de même, le crime contre l'humanité, il a plutôt autrefois, et pas de façon si ancienne dans l'histoire, consisté à éliminer massivement les personnes en situation de handicap. Donc, il y a une inversion de la culpabilité qui est tout à fait impressionnante dans les témoignages. Alors, comment sortir de cette situation? Nous allons sans doute essayer d'en parler. Il ne faut pas se voiler la face, ça ne va pas être facile. La pression de conformité est énorme. Il est vrai, comme le dit d'ailleurs le film Chère future maman, que être confronté à un handicap quel qu'il soit n'est pas exempt de difficultés. Il est très certain que si l'on imagine que le bonheur, ça doit être une situation qui nous débarrasse de tout désagrément dans la vie, évidemment, la rencontre avec un obstacle quel qu'il soit est une entrave à ce bonheur. Mais est-ce que c'est cela le bonheur? Est-ce que la vie humaine, est-ce que ce qui est moral, puisque n'oublions pas ce que dit M. Dawkins, c'est-à-dire que c'est immoral de mettre au monde un enfant handicapé. Mais est-ce que ce qui n'est pas immoral, c'est de ne pas tendre la main aux gens en difficulté? Est-ce que ce qui est immoral, ce n'est pas de concentrer les recherches, les finances de la recherche publique concernant la trisomie 21 sur des tests de dépistage qui vont consister à éliminer les futurs porteurs de trisomie 21 au lieu de concentrer nos efforts sur ce qui pourra améliorer leur sort, que ce soit tout aussi bien sur le plan médical que sur le plan social. J'ai été tout à fait frappée par le témoignage de Nathalie à l'instant, qui dit qu'effectivement, il faut faire des efforts, il faut adapter les choses. Lorsque les informations sont trop compliquées pour des personnes en situation de handicap, eh bien, il faut effectivement les simplifier. Est-ce que l'on va proposer d'empêcher la naissance des personnes malvoyantes ou bien est-ce que l'on va essayer de diffuser l'usage du braille auprès de toutes pour qu'elles puissent s'insérer dans la société? C'est un véritable débat de société. Est-ce que l'on veut une société inclusive ou est-ce que l'on veut une société qui élimine non pas simplement les handicaps, et là il y a une confusion parmi les témoignages que nous avions recueillis, il y avait l'insistance sur cette regrettable confusion entre éliminer les personnes potentiellement porteuses et éliminer la trisomie 21 ou toutes sortes d'autres handicaps. Bien sûr, on peut souhaiter un monde où les symptômes seront améliorés, où la situation médicale de toutes les personnes sera améliorée, mais lorsque l'on confond cette amélioration sociale et médicale avec l'élimination anténatale des personnes concernées, nous sommes dans un monde terrible. Nous en avons eu des antécédents. Alors, n'oublions quand même pas que c'est sur un arrière-fond imaginaire, on va dire les choses comme ça, sur un arrière-fond imaginaire qui est assez terrible.
hein, puisque il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, il y avait des chaires de raciologie dans toutes les universités, dans toutes les grandes universités. Et ces chaires établissaient une hiérarchisation des personnes. Et c'est sur la base de cet imaginaire-là que l'on a pu parler, par exemple, en France, de mongolien, et que le mot n'a pas encore entièrement disparu. Qu'est-ce que ça voulait dire, mongolien? Et pourquoi cela avait-il des relents racialistes? Eh bien, tout simplement parce que, au regard des théoriciens scientifiques, entre guillemets, de cette époque, ce que l'on appelait le mongolisme n'était autre que la résurgence d'une forme archaïque de l'humanité au sein de la race blanche. Autrement dit, on associait les dits mongoliens aux Mongols, et vous aurez bien compris que c'était une disqualification à la fois pour les Mongols et pour les personnes atteintes de trisomie 21. Alors, on croit aujourd'hui que l'identification génétique, chromosomique du problème nous a débarrassés de ces archaïsmes imaginaires. Mais je crois que les déclarations que nous avons entendues tout à l'heure signalent que le rejet des personnes en situation de handicap et en particulier atteintes de trisomie 21 reste extrêmement puissante, puisque de façon très massive, les personnes qui sont confrontées à un diagnostic de trisomie 21 en anténatal prennent la décision d'une interruption médicale de grossesse. Comment, dans ce cas, faire place aux personnes qui sont elles-mêmes porteuses de trisomie 21 dans un tel contexte? On sent bien que nous sommes dans une situation où les tensions sont extrêmement puissantes et contradictoires. Le discours de l'inclusion cohabite manifestement avec un dispositif technique qui est extrêmement puissant, et d'autant plus puissant qu'on n'y réfléchit pas. Une étude de l'INSERM, qui est l'Institut national de la recherche médicale en France, avait montré que bon nombre de femmes qui sont soumises à tous les tests de dépistage n'ont pas forcément conscience du fait que cela les amènera peut-être à des décisions quant à la poursuite de la grossesse. C'est-à-dire que le dispositif est présent sans qu'on y ait réfléchi, sans qu'on ait réfléchi à toute l'historique de notre rapport au handicap, sans qu'on ait réfléchi à ce que ça veut dire être libre face à l'apparition d'un handicap. Et c'est évidemment à toute cette réflexion que me semble devoir convier la rencontre à laquelle je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Madame Moise. Thank you very much. That was very enlightening. Ha sido muy iluminador. La situación que estamos viviendo es la situación en laquelle nous vivons est tragique et nous devons vivre ensemble, vivre avec cohabiter avec ce système, ce dispositif technique qui discrimine les personnes porteuses du syndrome de Down. Nous devons pouvoir disposer d'outils pour aider les personnes porteuses de handicap sans les exclure. Nous arrivons maintenant aux conclusions de cette réunion. Nous avons un message du vice-président de la Commission européenne en charge de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Nous avons vu un grand nombre autour de l'Europe et nous devons agir. Et nous pensons que la conférence sur l'avenir de l'Europe est une bonne occasion pour
La vice-présidente de de la Commission européenne va nous expliquer comment agir et quelle est l'importance d'agir dans cette plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup pour l'opportunité de parler sur l'amélioration de la visibilité des personnes porteuses de trisomie 21. Merci de promouvoir la dignité et la visibilité des personnes porteuses de trisomie 21. Je voulais remercier toutes les personnes qui vont garantir que nous pourrons écouter la voix de ces personnes. Grâce à cette conférence, nous allons offrir à tous les citoyens de l'Union européenne la possibilité de partager leurs avis sur un nombre de sujets. La Commission européenne mise énormément sur la conférence et surtout sur l'un de ces aspects, l'inclusivité. L'inclusion. Il est important d'écouter la voix de tous les citoyens de l'Union européenne et dans leur diversité, ainsi que des personnes atteintes de syndrome de Down. La conférence est réalisée au niveau européen sur les droits des enfants pour mieux protéger les enfants, même les enfants vulnérables ou handicapés, pour que leurs droits soient au cœur des décisions européennes. Nous sommes décidés à faire en sorte que notre démocratie s'adapte à l'avenir. Nous allons offrir une réponse européenne à ces défis. La conférence pourra répondre aux appels des citoyens pour qu'ils puissent participer davantage à la prise de décisions européennes. Nous n'allons pas éliminer la démocratie représentative, simplement nous essaierons de donner plus de voix aux citoyens. Cette conférence est un exercice que notre démocratie au niveau de l'Union européenne n'avait jamais fait dans le passé. Nous allons mettre les citoyens au cœur de la prise de décision de l'Union européenne. Cette conférence doit et garder les citoyens au cœur du processus. Et la conférence est un exercice du bas vers le haut. Tout le monde peut y participer, les citoyens, la société civile, ainsi que les communautés, les différentes communautés qui seront au cœur de délibérations. Afin de tenir compte de leur position, nous avons créé un cadre autour de 3 piliers: la plateforme, les panneaux et les sessions plénières. Il s'agit d'une opportunité unique pour envoyer vos avis, vos propositions afin de contribuer à ce débat transnational. La plateforme, le hub numérique peut servir d'espace d'échange pour débattre les différentes idées. Il y a un grand nombre de sujets comme la santé, les valeurs, les droits, l'éducation, la culture et la jeunesse. Mais il y a d'autres idées sur lesquelles vous pouvez contribuer. Et j'espère recevoir vos idées, vos commentaires et vos remarques. La conférence est basée sur les valeurs de l'inclusion et la transparence. Je veux que la conférence atteigne tous les citoyens européens. Depuis les îles les plus remotes de l'Europe, des jeunes aux personnes les plus âgées. Nous aurons les conclusions de la conférence pendant le printemps de l'année prochaine, mais le travail ne termine là. Nous continuerons de travailler sur les délibérations des citoyens. La présidente von der Leyen s'est engagée à aller avant avec cette conférence. Il est important que les citoyens voient l'impact de son engagement. Tout le processus et son succès dépend de votre initiative et de votre participation. Je vous remercie pour votre initiative
pour jouer un rôle très important au sein de la conférence et pouvoir ainsi répondre aux défis de donner plus de visibilité aux personnes atteintes du syndrome de Down. Votre contribution enrichira la conférence. Chers participants, nous comptons sur votre participation active. Nous comptons sur vos réseaux et sur les membres de vos communautés. Merci beaucoup de faire écouter la voix des personnes atteintes du syndrome de Down pendant la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Bon, nous avons écouté le message de la vice-présidente de l'Union européenne, Madame Dubravka-Šuica, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui voulait nous transmettre ces messages. Nous sommes en contact avec elle. C'est-à-dire, toutes les conclusions de cette conférence seront envoyées à la vice-présidente qui a montré un grand intérêt pour connaître votre avis afin de faire en sorte que l'Europe aide à améliorer la vie des personnes atteintes du syndrome de Down. Maintenant, nous allons écouter Caterina Moretti, qui est aussi une travaille pour la défense et elle a plusieurs nationalités, italienne, espagnole, chilienne. Caterina, espera un momento, te presento. She's a digital influencer. Elle est influenceuse numérique. Elle a créé une campagne appelée Down pour le monde. Et elle travaille également sur Facebook où elle mène une campagne d'instruction. Elle est une grande oratrice. C'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Avant tout, merci de penser à moi. Et je vais commencer mon intervention. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain décide qu'un autre est moins important à naître, à faire naître? Qu'est-ce qui fait croire à certaines personnes qu'elles ont le droit de décider quel groupe d'êtres humains doivent vivre, lesquels doivent mourir, simplement parce qu'elles considèrent que nous sommes différents de ceux qu'elles considèrent comme supérieurs? À mon avis, ce n'est pas parce qu'il est humain, qu'il est précieux et qu'il faut en prendre soin, mais uniquement pour cette raison. Il y a déjà eu trop d'expériences d'histoire de collectifs opprimés simplement parce qu'ils étaient différents. Je suis surprise qu'il existe des êtres humains qui ont des pensées telles que vous serez moins heureux s'il y a des personnes handicapées dans ta famille, ou qu'il serait raisonnable et sage de nous avorter. Je trouve cela horrifiant, car cela me fait penser que je serais aussi plus heureux sans immigrés, sans personnes âgées, sans personnes malades, sans personnes d'une religion ou une autre, sans personnes aux yeux marrons ou d'autres couleurs, sans homosexuels. Qui décide qui reste, qui part? Être heureux pour moi, c'est me permettre d'exister dans le monde en y ajoutant ma différence. Quelque chose que beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas atteint, n'ont pas réussi à faire, précisément parce qu'ils donnent autorité à ceux qui croient qu'il n'y a qu'une seule façon d'être. La bonne nouvelle est que nous sommes tous différents et qu'il y a là une valeur que le monde découvre seulement maintenant. Il suffit d'écouter les milliers et milliers de témoignages des familles qui déclarent que
après la naissance de leurs enfants atteints de syndrome de Down, leur vie a changé et qui sont plus heureux, probablement, parce qu'ils ont appris avec leur fils ou leur fille handicapée à se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Et qu'est-ce qui est vraiment important? Ce qui est vraiment important pour moi est d'examiner le sens de la vie. Et la vie n'est rien d'autre que la possibilité de générer des relations humaines d'amour, pleines de confiance et d'engagement, où chacun a la possibilité de contribuer dans les familles, à l'école, dans les centres d'enseignement supérieur, au travail, dans la rue, dans tous les espaces publics et privés et dans le monde. Au cours des 30 dernières années, nous avons démontré que s'il y a égalité des chances, nous apprenons et que nous générons des changements positifs dans les environnements dans lesquels nous nous trouvons. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les recherches mises à jour. Cependant, les chiffres relatifs à notre droit à la vie sont en totale contradiction avec nos réalisations, nos réussites. Alors, je me demande, qui sont ceux qui ont vraiment besoin d'apprendre? Compassion pour les femmes qui ont avorté sans savoir ce qu'elles ont manqué. On parle beaucoup de la liberté de prendre la décision de se faire avorter. Et je me demande, ces femmes disposent-elles des informations sages, nécessaires dans le moment où elles avortent, elles se font avorter? De quelle liberté parlons-nous si les informations qui leur sont données ne sont pas complètes? La sagesse ne consiste pas à savoir, elle consiste à exister. Il n'y a pas qu'une seule façon d'exister. Il faut que ce soit clair. Être sensible et sage signifie pour moi d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Celui qui dit que nous sommes la cause du malheur ne s'est manifestement pas mis à notre place et est loin de la sagesse. La sagesse est aussi se donner la possibilité d'être ouvert à l'apprentissage de la diversité, de laisser tomber les structures et les normes, de s'accompagner en étant vulnérable et d'éveiller à l'émerveillement. Merci beaucoup. Merci, Katerina. Je suis très heureux de t'avoir écouté. J'espère que la prochaine fois, tu seras assise à côté de moi parce que tu es une grande oratrice. Et j'aimerais que vous puissiez l'écouter en espagnol. Elle parle super bien et elle fait un grand travail. Elle travaille avec plein de monde. Et je pense qu'elle a la meilleure image possible pour ce sujet. Merci. Et en même temps, comme j'écoute locution dans l'école des locuteurs du Chili, je essaye de motiver des personnes sur mon compte sur mon compte Instagram. Vous pouvez me suivre sur lakata-es. Et c'est une grande influenceur sur Instagram. Vous devez la suivre et faire plein de likes. Merci, Katerina. Merci à toi. Maintenant, nous avons dépassé le temps.
Je suis désolée. J'aimerais céder la parole à Madame Maxova et je vais poser quelques questions à Madame Maxova. Nous avons une question Agustin Maria. Il nous dit, en parlant de politique européenne, ne serait-il pas plus pratique de ne pas insister autant sur l'avortement, mais plutôt de se concentrer sur la Convention des personnes, des droits des personnes porteuses de handicap? Il se peut que les deux approches puissent être complémentaires, mais nous devons formuler des politiques plus concrètes pour lutter contre la discrimination des personnes porteuses de syndrome de Down. La réponse devrait être très brève. Peut-être que Madame Sander pourrait nous répondre, ou peut-être Raquel. Oui, bien sûr, je suis enchantée. Je pense qu'elles ne peuvent pas être séparées parce que si les personnes décident d'éliminer les personnes atteintes de syndrome de Down, on serait en train d'enfreindre les principes des Nations Unies. On ne peut pas séparer une chose de l'autre. Nous disons que il n'est pas possible que notre société promeuve le dépistage de plus en plus précoce de la possible existence du syndrome de Down, car il y a une espèce de pré-examen de la personne au pré-jugement des personnes, donc cela violerait les droits des personnes porteuses du syndrome de Down ou de personnes handicapées, parce que nous ne parlons pas seulement du fœtus, mais également des familles dont des membres ou plusieurs des membres sont atteints du syndrome de Down, car ils sont dévalorisés. Et nous nous demandons que se passerait-il si la sécurité sociale finance le dépistage des enfants homosexuels. Donc, nous avons deux standards différents. Merci. Merci, Tina. Raquel, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la manière d'améliorer les personnes atteintes du syndrome de Down? C'est un peu le but de notre campagne, comment améliorer l'image des personnes atteintes du syndrome de Down. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Bon, je pense que l'une des meilleures manières d'améliorer cette image est de les voir. Nous ne pouvons pas normaliser ce que nous ne connaissons pas. Nous écoutons Caterina et ce n'est pas pareil si c'est Caterina qui transmet son message ou c'est moi qui le fais. Il faut leur donner voix, il faut leur donner voix aux familles, aux personnes qui sont en contact direct avec eux. Comment est-il possible que des personnes comme M. Dawkins osaient faire émettre ce jugement sans connaître personne, aucune personne atteinte du syndrome de Down? Les médias, les campagnes et les émissions de télévision, de cinéma sont très puissantes. Et il faut voir l'image afin de pouvoir normaliser et d'accepter. Il est important de voir et de connaître. Une dernière question, mais vous devez promettre d'être très brève pour Madame Moise. Daniel Moise. La lutte contre l'avortement ne devrait pas être l'une des valeurs de l'Union européenne? En français, je vous la répète, la lutte contre l'eugénisme n'est-elle pas une valeur essentielle de l'Europe? Est-ce que la lutte
Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que la lutte contre l'eugénisme ne devrait pas être une valeur? N'est pas une valeur essentielle de l'Europe. Elle le devrait. Alors, manifestement, il y a quand même des différences assez sensibles entre les pays, puisque, de fait, pour ce que je connais le mieux, à savoir le cas de la situation de la France, nous sommes dans une situation de... vous savez que un des grands eugénistes de l'histoire du phénomène, à savoir Vacher de la Pouge, comme ça qu'il s'appelait, Vacher de la Pouge parlait non pas d'eugénisme, enfin il en parlait aussi, mais il employait souvent le mot de sélectionnisme. C'est la même chose, hein, à l'époque, sélectionnisme, eugénisme, c'était des mots tout à fait synonymes. Et il est manifeste que nous sommes en plein sélectionnisme. Alors un sélectionnisme qui ne repose pas sur des obligations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, même dans les pays où c'est possible de le faire parce que le droit l'y autorise, manifestement, la tendance, dès que la possibilité technique est donnée, premièrement, dès que la loi le permet, et là on voit le pouvoir du droit, puisque si je comprends bien, en Allemagne, on en est encore à se dire non mais il ne faut pas autoriser ça. C'est clair que si demain en France on dit il ne faut pas autoriser ça, il va y avoir une réaction assez virulente, enfin je le pense. Donc une fois qu'on est parti dans ce système, c'est très très difficile de faire marche arrière, sinon en changeant effectivement les représentations, en montrant ce que manifestent de façon tout à fait admirable les deux jeunes filles là qui nous ont parlé. Elles ont une vie, avec leurs difficultés et avec leur handicap, mais comme pour n'importe qui. Mais à partir du moment où les personnes n'existent plus, ou de plus on ne leur donne pas la parole, c'est quand même assez sidérant que quelqu'un puisse oser dire que c'est un crime contre l'humanité. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le crime contre l'humanité, ça a été d'éliminer les personnes en situation de handicap. Ça a été déclaré comme tel après la guerre. Il ne faut pas oublier ça. Donc ce retournement de situation indique bien qu'on ne s'autorise à dire des choses pareilles, effectivement, parce qu'on ne les voit pas. La question de la visibilité, elle est tout à fait décisive dans la mesure où vous ne pouvez quand même pas dire exactement la même chose face à quelqu'un qui est concerné par un problème que quand il n'est pas là. Alors, en France, moi, j'avais été frappée pendant pas tout à fait des décennies, parce que je suis quand même pas à cet âge-là, mais quand même assez longtemps par le fait qu'on faisait multiples colloques où il n'y avait pas une seule personne handicapée. Et puis, progressivement, ça a changé. Et cette présence, évidemment, elle oblige à changer le discours. Qui oserait dire en face à l'une des deux personnes qui ont parlé tout à l'heure, en fait, toi, non, tu as une vie vraiment sensiblement inférieure à la mienne. Personne n'oserait le dire. Donc, la présence réelle, la visibilité des personnes est effectivement une des seules choses qui peut désarmer. Ce dispositif, il est extrêmement puissant parce qu'on ne sait pas de quoi l'on parle, de qui l'on parle. Georges Bernanos, qui est un grand écrivain français, disait que aujourd'hui la puissance de l'armement, il tenait au fait qu'on n'avait plus la victime potentielle en face. Et voilà. Donc on peut tuer 1000 personnes en appuyant sur un bouton, on ne le ferait pas si on avait les personnes réelles en face de soi. Et de la même manière, si les personnes trisomiques sont, à propos desquelles je précise qu'on dit d'ailleurs assez souvent, on ne parle pas de leur visage, on parle de leur faciès. Non, mais vous vous rendez compte, le mot faciès, ça sous-entend déjà que ce n'est pas un visage complètement humain. Et donc, tout ce conditionnement mental va faire qu'on va pouvoir tenir les propos tels que les ont tenus ces universitaires. C'est très impressionnant quand même, qu'un universitaire puisse s'autoriser à dire que mettre au monde un enfant trisomique, ça relève du crime contre l'humanité. C'est d'une cécité historique absolument sidérante.
c'est d'un oubli de l'histoire qui est absolument navrant. Donc, la seule chose, et encore une fois, elle est difficile, parce que le dispositif technique est là. La tentation est grande. Vous comprenez, moi, je me rappelle très très bien un cas tout à fait personnel d'une discussion en salle des... Avec une collègue qui me disait qu'en cas de diagnostic de trisomie 21, justement, c'est sûr qu'elle interromprait sa grossesse. Et puis, ce n'est pas elle qui a été confrontée au problème, c'est sa fille. Et le diagnostic n'a pas été fait. Et ben voilà, le discours, une fois que l'enfant était là, le discours a complètement changé. C'est-à-dire que c'était un véritable enfant, ce n'était pas une maladie. On a l'impression qu'on élimine une maladie en anténatale. Or, on élimine une personne porteuse de cette maladie ou une personne à naître porteuse de cette maladie. Donc, tant qu'on n'est pas dans un effort pour faire accéder sur le devant de la scène des personnes réellement porteuses de tel ou tel handicap, en l'occurrence de la trisomie 21, et c'est légitime qu'on parle particulièrement de ce handicap puisque c'est le plus fréquent possible. Donc, évidemment, si les gens ne connaissent pas ces personnes, elles ne peuvent déjà que s'autoriser à tenir des discours qui sont infamants. Est-ce qu'on dirait, comme l'a dit tout à l'heure Catherine, est-ce qu'on dirait devant une personne qui vit une vie homosexuelle, qu'il vaudrait mieux détecter en anténatal les personnes qui seront potentiellement, ce serait un tollé mondial. Hein. Excusez-moi, nous devons finir. J'arrête tout de suite. On s'autorise à le faire parce qu'effectivement, ces personnes sont déjà invisibilisées et qu'à partir de là, on peut faire n'importe quoi. Donc, les mettre, les faire apparaître, et je pense que c'est une des préventions possibles pour essayer de faire contrepoids à cette situation. Merci beaucoup pour ça. Merci. Thank you. This is very interesting, the selectionism that you talk. C'est très intéressant d'entendre parler de ce sélectionnisme et le fait que nous devons travailler sur la visibilité et l'image des personnes atteintes du syndrome de Down. Maintenant, nous avons Madame Radka Maxova. Madame Maxova est présidente du groupe sur le handicap au sein du Parlement européen et elle nous accompagne depuis le début de cette conférence. Merci beaucoup d'être ici. C'est l'une de nos plus grandes défenseuses au sein du Parlement européen. Madame Maxova, vous avez la parole pour conclure cette réunion. Vážené dámy, vážení pánové, moc děkuji za uspořádání této konference. Moc mě těší, že mohu zde vystoupit a účastnit se. Stejně tak jako předchozí konference, o které mluvil Antonio v březnu. A mám také radost, že je nás tu tolik účastníků, kteří chceme vytvořit spravedlivější Evropu. Lidé s Downovým syndromem čelí mnoha překážkám v zaměstnání, ve vzdělání a dalších oblastech života. Sami jste o tom mluvili, a tedy i zvýšenému riziku vyloučení z naší společnosti. Jako spolupředsedkyně meziskupiny pro osoby se zdravotním postižením Evropského parlamentu jsem si plně vědoma a dobře chápu tuto problematiku a snažím se prosazovat především dodržování práv osob se zdravotním postižením a snažím se i o nezkreslené a pozitivní informování široké veřejnosti o této problematice. Zároveň jako stínová zpravodajka jsem na toto dbala v usnesení o strategii Evropské unie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období roky 2021 až 2030 a i u zprávy o provádění směrnice Rady, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. S tím ohledem na úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Jako velký problém společnosti, který bychom měli odstranit, ale vnímám to, že Downův syndrom je stále spojen s řadou předsudků, které představují pro tyto osoby poměrně značné komplikace s omezeními a které nemají pravdivý základ. Takže bohužel i v této oblasti se setkáváme s dezinformacemi. Společnost je často vnímána tak, že Donc, il y a un grand manque d'informations dans ce domaine. Parfois, on nous dit que les enfants atteints du syndrome de Down se hovoří jako o nezaměstnatelných či těžce mentálně postižených lidech. on parle d'eux comme des personnes mentalement malades, gravement malades. Žádná z těchto domněnek, co jsem předtím citovala, však není pravdivá. Děti s Downovým syndromem jsou velice učenlivé. Jsou schopné. Les personnes et les enfants atteints du syndrome de Down sont des personnes très capables d'apprendre. Jsou schopny pozitivně ovlivňovat životy svých rodin a především také okolní společnosti. A pokud mají vhodné podmínky, ils peuvent s'insérer, inclus dans la société qui les entoure. Et en même temps, ils sont très capables, par exemple, dans tout ce qui est artisanat, dans les écoles maternelles, ils travaillent très, très bien. Mimo to jsou lidé s Downovým syndromem také velmi emocionálně a sociálně zdatní. Jsou schopni navazovat intimní vztahy, vstupovat do manželství a zapojovat se do rodinného života. Ils peuvent avoir des rapports intimes, ils peuvent se marier entre eux. Neměli by proto být umisťováni nikam jinam než do svých vlastních rodin a do přátelského prostředí. A především Donc, ils ne doivent pas être placés à d'autres endroits différents de leur propre environnement, dans leur propre famille. Formou ponožkové výzvy, které se každý rok velmi ráda účastním a snažím se do ní vlastně vtáhnout co nejvíce lidí, především z politické scény, aby i oni začali vnímat problematiku lidí se zdravotním Faire participer à toutes ces activités, et plein de choses, notamment dans les partis politiques, pour qu'ils commencent à comprendre toute la problématique. O tom, že lidská individualita činí tento svět krásnějším, barevnějším, inspirativnějším a boří tak předsudky, které jsem zmínila. Kdybych teď měla hovořit trošku lutter contre tous les problèmes que j'ai mentionnés. En tout cas, si l'on parle des systèmes politiques, il s'agit de problèmes qui nous inquiètent, qui les inquiètent. Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Qu'est-ce qu'elle fait des personnes atteintes du syndrome de Down? Est-ce qu'il a fait une publicité positive des personnes atteintes du syndrome de Down, de trisomie 21? A pomožme zvýšit začlenění všech. Nous devons aider à augmenter l'inclusion. Těším se na další a věřím, že se potkáme na konferenci o budoucnosti Evropy, ať už prezenčně nebo... J'espère que nous nous rencontrerons tous à la conférence sur l'avenir de l'Europe à distance ou face à face. C'est un travail important pour nous tous d'augmenter cette visibilité et j'attends de collaborer très bientôt avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Maxova. C'est un honneur qu'on aurait juste ajouté
que nous avons parlé aujourd'hui des problèmes, mais c'est un message un peu négatif. Je n'aime pas me concentrer sur les problèmes, mais maintenant, nous devons mettre l'accent sur ce qui nous attend. L'espérance ou l'espoir de l'opportunité qui nous offre l'Union européenne pour améliorer la visibilité des personnes atteintes de syndrome de Down, de trisomie 21. Nous devons participer, nous devons réagir. Je vous invite à participer dans le chat. Vous allez trouver le lien qui va vous permettre de participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il est important d'avoir votre avis en tant que personne avec trisomie 21, comment des familles, des personnes atteintes du syndrome de Down. Et si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez dire à l'ensemble de l'Union européenne, de la Commission européenne, je ne comprends pas cette chose. Ou pouvez-vous traduire cela en langage clair? C'est le moment d'agir, de nous inscrire sur cette plateforme, dans ce forum. Avec votre aide, nous allons essayer d'organiser une campagne sur cette plateforme pour donner plus de visibilité aux personnes atteintes du syndrome de Down, pour que nous puissions les écouter et donner leurs avis sur comment l'Europe devrait être. Premier pas, enregistrez-vous, inscrivez-vous sur la plateforme. Nous mettons aussi sur le chat, sur le chat le lien à cette conférence. Vous pouvez dire si la présente conférence, vous pouvez dire s'il a été positive, négative, ou si vous a plu ou pas. Nous allons apprendre de ces commentaires côté. Merci de compter sur votre support sur cette campagne qui commence maintenant pour pouvoir dire ce dont nous avons besoin réellement. Merci beaucoup.